Vendredi 17 août, bienvenue à tous dans le 13h, vous êtes sur RTI 1. Le premier responsable du groupe pharmaceutique Roche a été reçu par le vice-président ivoirien. Les deux hommes ont parlé du renforcement du partenariat entre la Côte d'Ivoire et ce laboratoire pharmaceutique suisse, l'une des premières entreprises mondiales du secteur. 4807 pèlerins ivoiriens présents en Arabie Saoudite sur les 5000 du contingent étatique. Tous ces pèlerins vont bel et bien effectuer les rites liés au Hajj et toutes les conditions sont réunies pour la suite des étapes, selon le bilan partiel du commissariat au Hajj. C'était la Lady Soul ou la reine du Soul. Aretha Franklin s'est éteinte à l'âge de 76 ans. Elle reste un symbole, un monument américain. Sa chanson Respect, qui conjugue en 1967 la lutte des femmes et celle des Noirs, est devenue l'hymne du mouvement des droits civiques. Bonjour à tous et merci d'être des nôtres sur RTI 1. Le vice-président Daniel Kablan-Duncan a échangé hier jeudi avec le patron du groupe pharmaceutique Roche. Il a principalement été question du renforcement du partenariat entre la Côte d'Ivoire et ce laboratoire pharmaceutique suisse. Le groupe Roche est une entreprise pharmaceutique suisse de renommée mondiale. L'expertise de ce géant pharmaceutique est surtout reconnue dans la mise au point de médicaments traitant le cancer. De passage à Abidjan, le patron du groupe Roche a tenu à rassurer le vice-président Daniel Kablan-Duncan de la disponibilité de sa firme à soutenir la Côte d'Ivoire dans la lutte contre le cancer. Beaucoup de travail a été fait ensemble dans le cadre du partenariat public-privé entre le gouvernement de Côte d'Ivoire et Roche, en particulier sur des maladies graves comme le cancer. La visite a porté sur une collaboration encore plus accentuée dans l'avenir pour qu'ensemble, nous puissions apporter et améliorer la santé de la population en Côte d'Ivoire. Fondé en 1896, le groupe Roche est basé à Bâle, en Suisse. L'entreprise est représentée dans plus de 150 pays au monde. Et dans la même lancée, le laboratoire Roche offre du matériel d'immunochistostomie au service d'anatomie pathologique du CHU de la commune de Treichville. Un appareil qui va permettre de dépister toutes sortes de cancers en moins de 24 heures pour une capacité moyenne d'une centaine de patients par jour. Didier Nguessan et Grace Kando. Il est désormais possible de dépister un cancer en moins de 24 heures au CHU de Treichville. Un diagnostic record pour ce type de pathologie grâce à l'appareil d'immunohistochimie offert à l'hôpital par un laboratoire international. C'est une machine qui permet donc de typer les différents types de cancers avec précision, c'est-à-dire déterminer le stade d'avancement du cancer avec beaucoup plus de précision pour que le traitement soit donc adapté. Ça aura un impact vraiment intéressant sur les populations, sur la prise en charge globale donc, des malades au CHU de Treichville. Le matériel peut diagnostiquer une moyenne de 100 patients par jour. Les donateurs visent tout le parcours de prise en charge du patient. Ce don est le fruit d'un partenariat public-privé entre l'État de Côte d'Ivoire et le laboratoire depuis 2014. Aussi, les deux parties ont-elles signé l'avenant du protocole d'accord. Ce protocole a été modifié en 2017 pour rendre gratuit le traitement ciblé et étendre cette prise en charge à d'autres types de cancers. Le diagnostic du cancer est une excellente opportunité pour la Côte d'Ivoire de montrer sa volonté à atteindre les objectifs qu'elle s'est fixés dans son plan national de développement sanitaire 2016-2020. Le cancer est une pathologie qui gagne de plus en plus du terrain en Côte d'Ivoire. Celui du sein concerne une femme sur 10. Guérir du cancer, guérir tout court et être en bonne santé, ce vœu occupe une place de choix dans l'agenda de prière des pèlerins ivoiriens en Arabie Saoudite. Ils sont au nombre de 4807 sur les 5000 du contingent étatique. Ce sont les chiffres du bilan partiel des activités du commissariat au Hajj. Moussa Konaté, envoyé spécial en Arabie Saoudite. 9 vols directs d'Abidjan à Médine, un vol régulier. 4807 pèlerins transportés à ce jour. C'est le bilan partiel fait par le commissariat du Hajj. Des meilleures conditions ont été réunies pour le déplacement des pèlerins du contingent étatique en Arabie Saoudite. Il nous reste à Médine 173 pèlerins qui vont
nous rejoindre demain. Ensuite, les officiels qui viendront, quand vous faites le total, ça va nous donner un total de 5000 pèlerins. Une fois en Terre Sainte, les pèlerins ivoiriens ont pu effectuer les différents rites prévus dans l'organisation du pèlerinage dans les villes de Médine et de la Mecque. En ce moment, le commissariat du Hajj s'active pour la grande et dernière étape, c'est-à-dire le séjour à Mina, le passage à Mousdalifa et la station d'Arafat, jour même du Hajj. L'étape qui reste vraiment, c'est l'étape la plus difficile, l'étape la plus importante. Chaque commission concernée nous dira son plan d'action sur Mina. Et les pèlerins seront informés sur l'étape, comment ils doivent faire, qu'est-ce qu'ils doivent faire pour respecter les consignes qui seront données par les encadreurs. Les pèlerins du contingent privé ne sont pas en marge des activités de l'équipe d'organisation du Hajj en Côte d'Ivoire. Nous avons augmenté la dotation en médicaments cette année parce que nous savons que ce sont nos frères et sœurs souvent qui nous sollicitent. Donc il y a un appui qui est fait au niveau de la commission médicale pour nos frères qui viennent avec cette structure privée-là. Nous sommes disposés à appuyer ces structures privées-là comme c'est le même pays. Il n'y a pas de contingent étatique, contingent privé, mais c'est la Côte d'Ivoire. Le commissariat du Hajj se félicite également de la parfaite collaboration entre l'État de Côte d'Ivoire et le Royaume d'Arabie Saoudite. Rappelons que le nombre de pèlerins ivoiriens est passé de 5800 à 6800 cette année. Les pèlerins ivoiriens font aussi des achats sur place pour leurs besoins de consommation, mais surtout histoire de ramener au pays des souvenirs de leur pèlerinage aux proches. Mais difficile dans des marchés tenus uniquement en langue arabe. Face donc à ce besoin, un marché typiquement ivoirien a été créé sur place avec des articles made in Côte d'Ivoire et aussi des articles souvenirs de la Mecque. Moussa Konaté. Au bas de cet immeuble, un attroupement de personnes. Cet endroit, dans la ville de la Mecque, transformé en un marché. Durant la période du pèlerinage, ces commerçantes ivoiriennes viennent étaler leurs marchandises. Les pèlerines de Côte d'Ivoire sont logés dans cet hôtel-là. Donc, quand on finit de prier, on sort un peu pour payer quelques habits pour envoyer à nos parents au pays. Ce sont nos sœurs ivoiriennes qui sont là en majorité, c'est elles qui sont sur ces marchés surtout. La plupart des commerçants et commerçants sont des Africains, particulièrement des Ivoiriens. Donc ça rassure davantage nos mamans, ça rassure davantage nous les parents de venir ici échanger, n'est-ce pas, avec nos parents, la langue locale, le malinké. Facile compréhension dans les échanges, un avantage pour la clientèle, ce qui suscite la forte fréquentation de ce marché de circonstances. Quand on est avec les Arabes, on ne s'entend pas. Ce qu'ils disent, on n'en entend pas. On enlève l'argent. Il y a des vieilles femmes qui enlèvent l'argent pour faire comme ça, ils prennent pour eux. On ne sait pas si ça reste à eux ou bien ça reste à eux, nous on ne comprend pas. Ok, ça à eux, nous, on se comprend très bien. Nos mamans ne maîtrisent pas tellement les échanges commerciaux, les échanges monétaires entre le franc CFA et le riad. Donc ça fait que ça crée un véritable dysfonctionnement au niveau des échanges. En plus des articles vendus, on y trouve également dans ce marché des mets made in Côte d'Ivoire. On a donné le nom à Djamé, c'est vraiment à Djamé, parce qu'on y trouve tout. Il y a du ngomi, poisson braisé, je viens de voir du poisson braisé, il y a du thon, avec sauce gombo, sauce djunglé, tout ce qu'on peut manger en Côte d'Ivoire, on trouve ça dans ce marché. Nous on vend au ngomi ici, avec les cocobara. On ne vend pas ailleurs, nous on vend ici à cause des pèlerins. Moi, mais very, very good. Ce marché, tenu par les commerçantes ivoiriennes à la Mecque, attire aussi l'attention des pèlerins d'autres nationalités. Le jour de l'Aïd el-Kébir, les pèlerins ivoiriens vont immoler sur place leurs bêtes en commémoration du sacrifice d'Abraham. Ici en Côte d'Ivoire, à moins d'une semaine de la fête de la Tabaski, le gouvernement ivoirien prend des mesures afin de faciliter l'approvisionnement des marchés en bétail, notamment l'interdiction du convoyage et la suppression des faux frais. Francis Boifo. Approvisionnement des marchés ivoiriens en bétail et viande. Le rapport du secrétariat exécutif du Conseil national de lutte contre la vie chère interpelle. On note, malheureusement, une persistance des faux frais à travers notamment le prélèvement de taxes non adossées à des tests réglementaires. Les véhicules
de transport en provenance des pays étrangers sont soumis au paiement obligatoire d'une somme s'élevant à 55 000 francs CFA pour le commerçant et 30 000 francs en ce qui concerne le transporteur. Cette somme, qualifiée de frais de route, est perçue sur le terrain par des convoyeurs installés au niveau des postes de contrôle. Pourtant, le convoyage est interdit depuis avril 2018. L'autorisation d'entrée ainsi que l'acheminement du bétail en Côte d'Ivoire sont soumis au contrôle sanitaire des animaux, au poste frontalier et à la délivrance d'un laissez-passer. À cet effet, seuls les frais liés au contrôle sanitaire sont exigés et se présentent comme suit. 150 francs CFA par tête d'ovin ou de caprin, 250 francs CFA par tête de bovin. Ces mesures visent à lutter contre les tracasseries routières et à démanteler tous les postes de contrôle illégaux. Je suis satisfait en ce qui concerne les mesures prises par le gouvernement, parce qu'il y a longtemps que nous-mêmes agissons pour éliminer toutes les tracasseries. Que les transporteurs ne puissent plus prêter le flanc aux intermédiaires pour faire convoyer nos véhicules. Et que véritablement, et les consommateurs, et les transporteurs, et l'ensemble des parties prenantes puissent y tirer leur compte. Selon le ministère du Commerce, le non-respect des mesures est passible de sanctions. La sécurité sera de mise pour la Tabaski, jour de grand rassemblement. Et le commissariat de police du 8e arrondissement de la commune de Cocody est constamment à l'œuvre pour la sécurité des Ivoiriens. Il a démantelé un réseau spécialisé dans l'arnaque au logement. Le présumé Cerveau, un homme d'une 60aine d'années, proposait à la location des logements qui ne lui appartiennent pas. Et il a une centaine de victimes à son actif dans le district d'Abidjan, à Boussanogo. C'est l'une des grosses prises réalisées par le commissariat de police du 8e arrondissement de Cocody. Depuis longtemps, les éléments du commissaire Oufoué Hyacinthe étaient à ses trousses. C'est aujourd'hui chose faite. L'individu dans un ensemble rouge s'était spécialisé dans l'arnaque au logement. Il s'était fait vendeur et loueur. À partir d'annonces dans la presse et sur les réseaux sociaux, il proposait ses services. Mais en réalité, le logement qu'il proposait ne lui appartenait pas. Et l'homme a fait plusieurs victimes dans le district d'Abidjan. On lui a remis 1 million. Le lendemain, on est passé là-bas. Personne. On n'appelle personne. On a même envoyé un message. Personne jusqu'à aujourd'hui. Il a pris 1,4 million avec moi pour des histoires de logement parce que je cherchais une mini-villa. Il n'a pas mis l'accent sur l'argent. C'était plutôt comment entretenir sa maison. Je vais chez lui à la maison et tout. Donc j'arrive, je trouve un jeune homme devant le portail. Je dis appelez-moi monsieur Acré. Les clés de la maison qu'il m'a remis ne passe pas dans la serrure et tout. Il me dit, madame, vraiment, je ne sais pas de quoi vous parlez parce que ici c'est une résidence meublée. À la Riviera 2, dans la commune de Cocody, cette dame a fait les frais de l'arnaqueur. C'était ouvert ici, il dit qu'ils sont en train de faire peinture, que nous allons avoir la maison, ce n'était pas fermé. 1 million, caution. La maison, il dit que c'est 200 000, une 3 pièces. Une autre victime, à la Palmeraie, cité Rosée. On avait pris une maison qui coûte 300 000 et on a donné 1 340 000 comme caution. Alors, il se trouve qu'on a été arnaqué. Le fameux propriétaire de Griffe avait changé les serrures de la maison et il nous a fait visiter la maison, tout cela, et on lui a donné l'argent. Il devait refaire la peinture et après on constate que vraiment la maison n'était pas pour lui. Ce septuagénaire délivrait de faux carnets de quittance, contrats de bail et formulaires. L'arnaque a fait pour l'heure 107 victimes. L'homme se présentait sous plusieurs identités, 25 au total. Accompagné de son complice, l'homme aux multiples identités s'apprêtait à faire une nouvelle victime à Angré. Il allait empocher la somme de 1 500 000 francs représentant la caution et le loyer d'une maison dont il se réclame propriétaire. Il était loin de s'imaginer qu'il avait affaire à la police. On s'est entendu pour 1 750 000. Ce monsieur, comme par magie, s'est rendu chez moi dans mon salon. Il ne se souvenait pas de moi. Quelques minutes après, le commissaire Oufoué est arrivé et il a mis la main sur lui. Le temps est aux aveux. Il y a beaucoup de personnes. Ça, je ne connais pas le nom. Oui, c'est manque de moyens. La police du 8e arrondissement de Cocody
appelle à la vigilance. Et qu'est-ce qu'ils font souvent? Ils changent les serrures. Et quand ils ont lancé les annonces là, les gens viennent et ils arrivent à faire visiter ces maisons des gens. Donc ces maisons-là, une fois que les gens visitent, ils sont rassurés. Il s'agit d'un monsieur d'une 60aine d'années qui sévit depuis 2012 dans la zone. Pour tout investissement, il faut qu'ils aillent, surtout concernant les maisons et les terrains, que cela aille à la source, soit au ministère de la Construction, pour donc prendre les bons renseignements. Hein, qu'ils aillent également chez les notaires pour se renseigner avant donc, de débourser les sommes colossales pour les remettre à des inconnus. L'individu et son complice seront devant le tribunal pour répondre de leurs actes. Parlons cohésion sociale, le ministre ivoirien de la Culture invite les artistes encore en exil à rentrer au pays, notamment après l'amnistie prise par le chef de l'État. Le ministre a par ailleurs annoncé une caravane de réconciliation nationale pour consolider la cohésion sociale partout dans le pays. Michel Diré. Aucune poursuite judiciaire n'était engagée contre les artistes ivoiriens en exil. Toutefois, l'amnistie prise par le chef de l'État décrypte l'atmosphère sociopolitique. C'est pourquoi le ministre de la Culture invite les artistes en exil à s'inscrire dans la dynamique de la réconciliation en rentrant au pays. En solidarité avec les Ivoiriens arrêtés, et j'estimais que tant que ces Ivoiriens ne seraient pas libérés, eux, en tant qu'artistes, ils ne voyaient pas pourquoi ils devaient venir en Côte d'Ivoire. Peut-être que s'ils rentraient, ils seraient arrêtés. Donc, la libération de nos compatriotes faisait partie de leurs soucis et de leurs souhaits. Maintenant que l'amnistie permet de lever toutes les poursuites, je crois que ces préalables qui avaient été posés par certains d'entre eux n'existent plus. Et c'est pour cela que je saisis cette occasion pour les inviter à rentrer au pays. Maurice Kouakou Bandaman a par ailleurs annoncé la reprise de la caravane de la réconciliation en émettant le souhait de la participation des artistes encore en exil. Notre rôle est de faire et de construire la paix. Notre art nous permet de rassembler et notre devoir, c'est de consolider la paix. Et nous souhaitons vivement reprendre notre rôle de réconciliateur au niveau de la caravane. Et nous avons vu que cette caravane a mobilisé des milliers de gens dans toutes les villes et villages où les artistes sont passés. Et donc, notre souhait, c'est évidemment de faire cette caravane avec nos compatriotes encore en exil. Des dispositions particulières seront prises pour faciliter le retour des artistes en exil, a rassuré le ministre de la Culture. La réconciliation, le pardon, la cohésion, les maîtres mots du message adressé aux victimes de la crise post-électorale par la ministre de la Solidarité, de la Cohésion sociale et de la lutte contre la pauvreté. Elle a rencontré les femmes de Balouzon dans la sous-préfecture de Daloa, centre-ouest de la Côte d'Ivoire. Amadou Ouattara. Aux côtés des femmes de Balouzon, la ministre Mariatou Koné s'y est rendue pour prôner la cohésion sociale. Elle a invité les femmes de la cité des Antilopes à parcourir les régions du Haut-Sassandra pour s'aimer les graines de l'amour et de la paix. Cette paix, si chère au chef de l'État, dont l'engagement a conduit le 6 août dernier à la libération des prisonniers de la crise post-électorale. C'est un acte qui est courageux, c'est un acte qui est salutaire, mais bien évidemment, c'est un acte qui est douloureux. Pardon à toutes ces personnes qui se sentent frustrées par la décision du président de la République. Mais c'est le prix à payer pour aller à la paix, c'est le prix à payer pour aller à la consolidation de la paix, c'est le prix à payer pour aller à l'émergence. En plus de l'appel au pardon, pour demander à mes filles de s'ajouter à moi pour lancer un appel à l'humilité. La ministre de la Solidarité, de la Cohésion sociale et de la lutte contre la pauvreté, également marraine de cette cérémonie, a remis du matériel aux femmes de la localité. D'un coût global de 5 millions de francs CFA, ces dons composés d'un tricycle, de poubelles, de pelles, de râteaux, du matériel agricole, de bâches et de chaises pour accompagner le processus d'autonomisation des femmes.
président de la République a déjà tout commencé. Il a déjà tout fait. Donc c'est à nous d'aller vers les personnes pour leur demander de pardonner. Le pardon est la solution à tout. Des autorités coutumières, préfectorales et religieuses de la région, pour soutenir la ministre et sa délégation, ont mis le cap sur la ville d'Issia, toujours dans le cadre du renforcement de la cohésion sociale et du vivre ensemble. Dans le monde agricole, la Côte d'Ivoire accuse un déficit d'environ 50% de ses besoins en riz. L'Office national de développement de la riziculture a entrepris d'inverser cette tendance. 160 riziculteurs sélectionnés à travers le territoire national sont formés. Ils ont pour mission d'améliorer la production nationale grâce à la culture du riz irrigué. Noël Niagno. Kwame Kwadio Rémi, je viens de la région de San Pedro. J'ai été choisi à la base du riziculteur individuel. Je suis le président des riziculteurs individuels, des producteurs qui ont un rendement supérieur à 8 tonnes et qui peuvent à eux seuls avoir une superficie de plus de 15 hectares de bas-fonds. Comme Kwadio Rémi, ils sont 160 riziculteurs à avoir bénéficié de la formation depuis le lancement de cette série de renforcement des capacités en 2016. Il s'agit de donner à ces riziculteurs ivoiriens sur la période les moyens d'une meilleure exploitation de leur culture, riz irrigué au riz pluvial. Toutefois, un accent prononcé est mis sur le riz irrigué. En cause, son potentiel. Sa production est de 4 à 5 tonnes à l'hectare contre 1,5 tonne pour le riz pluvial. Autre facteur à mettre au compte du riz irrigué, le cycle de production en dénombre 2 pour le riz irrigué contre 1 pour le riz pluvial. Mieux, dans les conditions d'une bonne exploitation agricole et d'utilisation de semences améliorées, le rendement peut aller à 8 tonnes à l'hectare. Voilà qui explique la présence des experts chinois en Côte d'Ivoire sur 3 ans, 2016, 2017, 2018. Le contenu de cette formation, parcourir tout le processus de la culture du riz irrigué avec en épingle le semis. Cette pratique est facile à opérer et ça économise beaucoup de force. Le repiquage à la volée peut contribuer à l'augmentation de la production puisque la qualité des jeunes plants va augmenter. Ils sont partis d'abord à nous enseigner sur le riz hybride, qui est une variété qui est faite par un croisement, qui aujourd'hui en Chine, en laboratoire, ça peut faire jusqu'à 15 tonnes et jusqu'en production, ça peut faire jusqu'à 10 tonnes, voire 12 tonnes. Après cela, ils ont appris aussi également les différentes techniques en ce qui concerne l'étude des sols, parce que ce n'est pas tous les sols qui répondent à une bonne production de riz. Et puis, après tout cela, comment est-ce que fait une bonne pépinière? Ajouté à cela, ils nous ont envoyé sur des sites pour qu'on puisse faire aussi également des semis à la volée, qui est une nouvelle technique qui est aussi très bonne pour améliorer le travail du riziculteur. À tout cela, il fallait ajouter aussi également les différentes maladies du riz et comment les traiter, comment aussi également trouver les différents parasites du riz. Et bien entendu, la fertilisation du sol avec les engrais, avec une bonne irrigation. Ils ont achevé cela en nous montrant une bonne mécanisation, partant depuis la mise en place et aussi également les labours, en passant par les répiqueuses motorisées et aussi également les faucheuses. On a fait même des expériences sur le terrain. Ces acquis doivent être implémentés auprès de leurs pairs et booster ainsi la production de riz en Côte d'Ivoire. On s'est donné l'engagement de faire de cela une parcelle de démonstration dans son champ, dans son périmètre, de sorte que tous ceux qui sont à côté peuvent venir voir et à la suite, ils peuvent vraiment s'approprier. Puisque les gens sont venus des différentes régions, on formera un réseau pour partager la formation à tous ceux qui n'ont pas pu avoir l'opportunité de venir à ce séminaire-là. Toutes choses qui permettront de réduire sensiblement le volume d'importation estimé à plus d'1 million de tonnes pour un niveau de consommation de 2 900 000 tonnes. L'amélioration du rendement agricole doit aussi faire face aux défis du changement climatique. La Côte d'Ivoire et 18 pays africains sont inscrits au projet d'électrification hors réseau géré par le Fonds vert des Nations Unies, un fonds qui œuvre à la promotion des énergies renouvelables. La rencontre des parties prenantes avec Franck Kwadio. L'accès à l'électricité pour tous d'ici à 2030, un objectif que s'est assigné l'État de Côte d'Ivoire, mais il faut multiplier les sources d'énergie
En plus des selles électriques, les énergies renouvelables par exemple, la Côte d'Ivoire a adhéré avec 18 autres pays d'Afrique de l'Ouest et du Sahel au projet régional d'électrification hors réseau. Le projet est chapeauté par le Fonds vert des Nations Unies pour l'environnement, la Banque mondiale et d'autres partenaires. Et cette rencontre réunit les parties prenantes à sa mise en œuvre au niveau national. C'est un projet surtout qui va donc travailler au bien-être des populations, qui va travailler donc à renforcer les capacités, à développer des lignes de crédit pour le secteur privé et aussi donc à former certaines entités, certaines petites entreprises qui sont donc dans le domaine solaire afin que ces entités-là puissent avoir des capacités plus renforcées et être plus opérationnelles. Régulateurs du réseau électrique, société civile et législateurs, tous ont des attentes. Aujourd'hui, il y a beaucoup de financements, mais moi je pense en tant que parlementaire que notre gros problème aujourd'hui, c'est la législation. Il faudrait avoir une législation claire au niveau des énergies renouvelables. Déjà, la production de l'énergie en Côte d'Ivoire est libéralisée, mais il reste maintenant le volet commercialisation, distribution. Et c'est à tout notre avantage. Nous souhaitons que les résultats de ces ateliers-là sortent des tiroirs et que ça fasse l'objet d'actions concrètes. Se mettre d'accord sur la mise en œuvre pour l'opérationnalisation du projet à soumettre au financement du Fonds vert des Nations Unies pour l'environnement. La tutelle a réaffirmé le soutien de l'État quant aux enjeux des réflexions. Le développement de ce projet vient à point nommé au moment où toute l'Afrique se penche sur la question de l'accès à l'énergie dans un contexte de lutte contre les changements climatiques. Nous en avons pour preuve la grande initiative africaine sur les énergies renouvelables lancée en 2016 en marge de la COP 22 de Marrakech au Maroc. Les énergies renouvelables, le fossile comme le pétrole, le solaire ou même l'éolienne sont, rappelons-le, explorés par toute l'Afrique aujourd'hui. Le projet de reconstruction du marché central de Bouaké entre dans sa phase active. Une rencontre du cadre de concertation a réuni toutes les parties prenantes. 44 milliards de francs CFA, c'est le coût de réalisation du marché central de Bouaké, parti en fumée depuis 20 ans. Soro Corona. 44 milliards de francs CFA, montant global de la reconstruction du marché central de Bouaké. L'infrastructure sera entièrement financée par l'AFD, Agence française de développement à travers le CDD, contrat de désendettement et de développement. La réalisation de l'ouvrage rentre dans sa phase active avec le chronogramme de mise en œuvre. On a une mission d'évaluation de l'AFD qui va se faire en septembre 2018. En décembre, toujours de cette année, le conseil d'administration de l'AFD va valider le financement de ce projet. Et nous, parallèlement, on va achever toutes les études techniques. Nous, au niveau des facilitateurs, on doit libérer l'emprise du futur marché. C'était au cours de la réunion du cadre de concertation de la reconstruction du marché central. Le périmètre d'intervention, les conditions de libération des emprises du projet et les composantes ont été présentées aux commerçants. Pendant 4 heures, toutes les inquiétudes concernant la construction de l'édifice commercial ont été levées. Il est arrivé le temps aujourd'hui que la population s'imprègne de ce projet, qu'ils soient pleinement informés sur ce projet et qu'ils prennent maintenant en main l'évolution de ce projet jusqu'à sa réalisation parfaite. La question des principes de commercialisation des bas des portes a été aussi évoquée. Les commerçants souhaitent que le montant ne soit pas élevé. On nous a affirmé justice et équité, et si cela est, et qu'il y a une transparence au niveau de l'attribution, bon, nous espérons. Le nouveau marché est prévu pour accueillir près de 8000 commerçants. Le marché central de Bouaké a été ravagé par un incendie il y a une vingtaine d'années. Le monde pleure la chanteuse américaine Aretha Franklin. Elle s'est éteinte à l'âge de 76 ans des suites d'un cancer du pancréas. Isaïo. La musique américaine est en deuil. La reine de la soul, Aretha Franklin, l'une des plus grandes voix américaines et figure de proue, la communauté noire a rangé définitivement le micro. Interprète d'immenses succès et combattante inlassable des causes du féminisme et des droits civiques, Aretha Franklin est décédée jeudi à 76 ans. Elle s'est éteinte, selon sa famille, à son domicile de Détroit, des suites d'un cancer du pancréas.
Après avoir annoncé que 2017 marquerait la fin de sa carrière scénique, elle avait programmé plusieurs concerts début 2018 qu'elle avait dû annuler du fait d'une santé trop fragile. Elle s'était également attelée au printemps à l'enregistrement d'un nouvel album produit par Stevie Wonder et dont un titre devait être interprété par sa petite fille, Victorine Franklin, âgée de 17 ans. En plus de 60 ans de carrière, Aretha Franklin aura incarné la vague soul qui a transformé la musique moderne et inspiré des générations d'artistes. Et c'est sur cette note de musique que prend fin ce 13h supervisé par Alvarassa Kwame. Merci à toute l'équipe, merci à vous de nous avoir suivis. Excellente journée sur RTI 1.